Donc l'objectif de cet entretien, est d'avoir une meilleure discussion, une meilleure visibilité sur ce qui se passe au Maghreb. Donc, Mhm, du Maroc à la Libye. Je vais exclure l'Égypte de notre analyse, puisque mhm, certains l'incluent comme étant partie du Maghreb ou plutôt du Mashrek. D'autres, mhm, l'assimilent plus au Moyen-Orient. Donc moi, mhm, je préférais limiter cela, avoir une étude plutôt générale de ce qui se passe au mhm, Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, heu mhm, et essayer de «vulgariser» entre guillemets cette discussion-là pour, donner un meilleur accès à toute personne qui aimerait, davantage se renseigner sur l'Afrique du Nord. Et pourquoi l'Afrique du Nord? Bah, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que je ne suis pas spécialiste de l'Afrique du Nord, que du Moyen-Orient. Ou alors à l'école, j'étudie uniquement le Moyen-Orient et pas l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du mhm. Nord, c'est uniquement pour parler très rapidement des printemps arabes et c'est tout. Donc on va essayer ensemble, si vous me le permettez, de parler un peu plus de l'aspect politique, social, culturel de ces pays-ci qui composent, l'Afrique du Nord. Donc moi, Mhm. je suis chercheuse et chargée de projets collaboratifs à l'ESMENA, donc à l'institut de recherche, qui est à Paris actuellement. Et on a de nombreux projets, qu'on effectue à la fois en Irak, qu'on fait aussi en Arabie Saoudite, en Jordanie et cetera. Et pour parler de la question donc Afrique du Nord, je me suis, auto-permise de demander au directeur s'il serait possible de vous contacter, car je suis tombée à de nombreuses reprises sur vos travaux et je m'étais dit: «Pourquoi pas?» Donc professeur Saya, si vous pouvez vous présenter un tout petit instant avant de débuter notre entretien, le temps est à vous. Merci en tout cas de m'avoir donné cette occasion de parler justement de l'Afrique du Nord en articulation avec le Moyen-Orient, parce que généralement on les sépare, d'une part, et d'autre part, en tout cas c'est vrai que l'Égypte, vous avez raison en fait de l'enlever sans trop en tout cas l'exclure, parce que ça reste quand même pas un pays maghrébin. D'une part, enfin l'Égypte, tout le monde croit que c'est un pays moyen-oriental, c'est un pays africain, mais de l'Afrique du Nord, qui n'a absolument rien à voir en fait avec le Maghreb. Et néanmoins, en fait, l'Égypte reste quand même une passerelle entre les 2, comme quoi, en fait, même s'il y a une séparation, mais c'est une séparation et qui est quand même beaucoup plus liée à l'histoire et liée à la géographie. Bon, moi, je m'appelle Jamil Sayal, je suis professeur en tout cas de droit public et j'enseigne donc à Sciences Po Grenoble, mais depuis, en fait, j'ai un tout petit peu quand même éloigné du droit public au sens général du terme et je me suis spécialisé beaucoup plus droit comparatisme et surtout à la question maghrébine et à la question, le lien entre le Maghreb et le Moyen-Orient d'une façon générale, avec un prisme assez pluridisciplinaire. Bien évidemment, ça reste la maison mère quand même le droit, et puis après, je mobilise les sciences politiques, la sociologie juridique, mais en tout cas, moi, dans mes travaux, je suis beaucoup plus dans la philosophie juridique. Ça me permet en fait d'être beaucoup plus donc théoricien du droit, je dirais, du droit positif. Les ouvrages que j'ai écrits, notamment sur le printemps arabe, renvoient justement à cette question-là, qui consiste à dire que la modernité n'est pas le monopole, en tout cas, de l'Occident, que l'universel existe avant l'universalisme de 1789, et par conséquent, le monde aujourd'hui peut être analysé par un prisme globalisant comme d'un prisme séparant. Et c'est la raison pour laquelle donc j'essaie toujours de faire le lien et entre ce qui s'est passé ici, puisque nous vivons en tout cas en Europe, en Occident et notamment en France, mais en essayant d'avoir un prisme hybride pour éviter en tout cas l'exclusivité, que ce soit du côté maghrébin, arabo-maghrébin, arabo, on va dire oriental, et aussi un prisme très occidentaliste, pardon, qui cherche en tout cas à être dans l'autocentrisme et l'entre-soi occidental, et aussi le prisme oriento-maghrébin qui consiste à dire oui, nous sommes des victimes et par conséquent, on est toujours en train de demander donc, voilà, donc tout ça m'a amené en tout cas à être dans une démarche beaucoup plus pluridisciplinaire, transversale et qui correspond beaucoup plus en tout cas à ma philosophie en tout cas du droit d'une façon générale ou de la science, que la science n'a de sens que lorsqu'elle est globalisante, et Ibn Khaldoun d'ailleurs on l'a dit
Donc dès le départ, c'est lui qui a commencé à parler de l'universel dans son introduction à l'histoire universelle. Voilà. Merci pour votre introduction et on va commencer avec une question assez générale. Et Oui, juste, j'ai oublié que je suis donc co-directeur du master Méditerranée Moyen-Orient. oui. Et que Philippe Meyer, lui, il s'occupe de la partie présentielle et moi de la partie à distance. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction. Donc comme je l'annonçais un tout petit peu au départ, on va débuter par une question assez générale. Puis ensuite, on va, aller sur la question libyenne, puis algérienne, puis marocaine et enfin tunisienne. Ok, d'accord. Alors, ma première question générale, serait donc de savoir comment vous caractérisez, aujourd'hui la nature des différents régimes politiques, donc que ce soit, en Libye, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Est-ce qu'ils sont à la fois c'est une stabilité autoritaire ou sommes-nous face à une transition bloquée ou alors une reconfiguration du pouvoir? Je m'explique. La Libye, depuis 2011, traverse une impasse politique. On est sur Benghazi et Tripoli qui se battent sur le contrôle du pays de manière générale. On a une fracture totale. On a la communauté internationale qui reconnaît uniquement Tripoli, sauf que Benghazi contrôle aussi pas mal d'accès. Donc on est quand même sur un entre-deux, surtout qu'on a aussi des milices qui gèrent le pays. L'Algérie, depuis 2019, a eu une tendance de manifestation et est retombée sur une sorte de régime autoritaire militaire, comme ce qui était le cas dans le passé. Et on voit qu'il y a une sorte de... C'est le seul pays encore aujourd'hui qui prône le nationalisme arabe, qui n'est pas le cas pour les autres pays qui prônent un nationalisme étatique, comme un nationalisme tunisien ou marocain, ou alors syrien, libanais, palestinien. Le Maroc aujourd'hui, donc c'est un régime monarchique contrôlé par son roi, sauf que on est quand même sur une tendance qui est plus ou moins autoritaire, puisqu'il y a quand même très peu de réformes mises en place. Il y a eu les manifestations il n'y a pas très longtemps, la Gen Z de 112. On voit que le roi n'a pas totalement répondu à ses attentes, donc on est quand même sur quelque chose où on est sur une impasse complète dans le pays. Et la Tunisie qui retombe dans un régime totalement autoritaire, voire même totalitaire, si on peut employer d'autres termes un peu plus forts, avec un Kais Saïd qui adopte une posture similaire, voire même différente de Ben Ali. Donc, comment vous interprétez aujourd'hui les natures politiques dans ces différents pays du Maghreb? Bien, merci pour cette pertinente question. Moi, ce que je vais vous dire va démarrer par une petite introduction qui va nous permettre de mieux comprendre les situations, la différenciation entre les trois pays, même les quatre. Donc la première, en fait, pour analyser la chose, bien comprendre en tout cas ce qui se passe actuellement, il faut revenir à deux choses. Un, à la notion de l'État, deux, au pouvoir, et trois, au processus, en tout cas, post-printemps. La première chose, donc, généralement, quand on aborde en fait le Maghreb, même le Moyen-Orient de façon générale, on ne fait pas cette distinction. Il faut faire la distinction entre les pays où il y a un État, une tradition étatique, et les pays où il n'y a jamais eu d'État, où il n'y a pas une tradition étatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas confondre entre le régime politique et un État. C'est-à-dire que, et là, on reviendra après un peu plus longuement, que en Libye, il n'y a pas d'État, il y a un régime politique. Et c'est la raison pour laquelle la fin de Kadhafi a entraîné en fait le chaos et donc forcément la guerre civile. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a dans le cadre des pays où il y a un État, il faut faire une distinction quand même très importante que moi aujourd'hui j'utilise de plus en plus, liée non pas au récit, mais qui était à l'origine du récit. C'est-à-dire comment faire pour comprendre aujourd'hui la différenciation entre l'Égypte, entre l'Algérie, par exemple, le Maroc et la Tunisie. Donc, pourquoi? Parce que ici, qui gouverne et comment, en fait, ces pays-là ont une relation avec le pouvoir. Parce que le pouvoir n'est pas l'État. Le pouvoir, c'est un exercice qui pourrait avoir donc de domination ou un exercice démocratisant par le prisme de l'institutionnalisation du pouvoir qui est l'État. Alors en Algérie, on va commencer par l'Algérie, qui fait un rapprochement d'ailleurs, pour que vous puissiez comprendre en tout cas la situation, donc à rapprocher
de l'Égypte. Donc l'Égypte, c'est un ancien empire, donc, et par conséquent, l'État a toujours existé. Mais l'Égypte, l'armée se considère comme étant propriétaire de l'Égypte. Et quand on dit propriétaire, ça veut dire qu'on a l'usufruit et donc il a une propriété. C'est-à-dire on a tout. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas du tout considérer qu'un jour l'armée égyptienne, s'il y a un tremblement de terre important ou une recomposition sociopolitique importante qui va amener donc l'élimination de l'armée de pouvoir. Donc, et l'armée ruse, bien évidemment, et on va dire la parenthèse islamiste n'a été qu'une ruse de la part de l'armée menée par les Sisi qui aujourd'hui, en tout cas, il exerce le pouvoir de manière exclusive. L'armée algérienne ne se considère pas propriétaire. C'est différent, parce que l'histoire algérienne, c'est une histoire qui fait que le mouvement de colonisation et de libération était bien particulier. C'est-à-dire que l'Algérie, c'est un pays de colonisation, de peuplement, et par conséquent, l'Algérie, on lui a privé, en tout cas, on l'a considéré comme étant un pays qui n'existait pas historiquement, c'est le récit, bien évidemment, du narratif colonial. Et donc, le FLN, qui est le mouvement de libération nationale, a toujours été hybride, c'est-à-dire il y a une partie militaire et une partie civile. Il fait qu'aujourd'hui, l'armée algérienne, c'est une armée que je considère, et là, c'est quand même le terme est très important, possesseur de l'Algérie. C'est-à-dire que l'armée est capable de laisser en fait les civils gouverner. Mais l'armée ne cède pas totalement le pouvoir aux civils. Donc, l'armée algérienne a toujours la nue propriété et le pouvoir civil a l'usufruit. Donc, il peut gouverner, etc. Quand l'armée estime que les civils, on va dire, débordent, dérivent, dans ce cas-là, on met un terme. Donc, cette logique-là a démarré donc avec la fin du pouvoir de Ben Bella. Ben Bella était civil, il était bien évidemment membre de la FLN, un résistant, etc. Et après, l'armée a estimé qu'il n'est plus en tout cas en mesure d'exercer le pouvoir parce qu'il dérive, et c'est à partir de là, donc, on est allé chercher Boumedienne, qui est lui-même donc, issu de l'armée, et depuis, en tout cas, ils sont tous issus de l'armée, sauf lorsque l'armée décide, en fait, par ruse ou par stratégie, de céder le pouvoir à des séquences historiques bien déterminées. Alors qu'en Tunisie, le rapport est complètement différent. C'est-à-dire que la Tunisie, c'est un pays des traditions étatiques. Il y a toujours eu un État. Et tout à l'heure, je parlais avec mon fils avec cette question-là. Il y a toujours un État. Et par conséquent, même lorsqu'il y a eu en fait des périodes où il y a une tribalisation, ces tribus étaient beaucoup plus un pouvoir décentralisé sous l'égide, en tout cas, de l'État central, parce que depuis, on va dire, Carthage, il y a eu un État, une constitution, et par conséquent, il y a une tradition, et par conséquent, il y a l'État avec une forme de rationalité de l'exercice de pouvoir qui a fait que, donc, lorsque Ben Ali est parti, l'État a continué à fonctionner en Tunisie. Les avions ont continué à décoller, les écoles ont continué en fait à fonctionner, les gosses sont allés à l'école, et par conséquent, il n'y a pas eu un moment d'interruption. Alors, on revient maintenant à la Libye. La Libye, il n'y a jamais eu d'État, il n'y a jamais eu de tradition étatique. Même lorsque, donc, avant ou même après la colonisation, donc lorsque les Italiens sont arrivés, il y avait en tout cas une monarchie qui avait un pouvoir très réduit. Et donc, la Libye n'a jamais été un pays centralisé, il n'y a jamais eu un État au sens rationnel du terme, il y a eu toujours en fait une compilation de populations qui s'organisaient autour soit d'un chef, soit d'un chef de guerre, un chef politique, on va dire ça comme ça, et par conséquent, on était beaucoup plus dans un modèle de régime politique et non pas d'État.
Alors qu'en Algérie, il y a un État, mais l'État n'appartient pas aux Algériens, appartient à l'armée algérienne, appartient, on va dire, si on peut dire que les Algériens, au sens civil du terme, n'ont que l'usufruit par l'intermédiaire de la représentation de ceux qui. Donc, voilà. Alors, donc, ce qui nous amène donc à parler de la situation pré-printemps arabe et post-printemps arabe. La situation pré-printemps arabe signifie qu'on est dans une situation qui est quand même complètement différente entre la Libye, la Tunisie et le Maroc et donc forcément l'Algérie. Alors là, c'est qu'en Tunisie, il y a eu un processus qui a fait que la population s'est additionnée pour pouvoir créer un mouvement qu'on peut qualifier de révolutionnaire, dans la mesure où on n'était pas une révolte. La révolte est un mouvement qui pourrait être populaire et sociologiquement porté par une partie de la population, mais n'est jamais une, toute la population. C'est-à-dire que le printemps arabe en Tunisie a démarré lorsque la question n'est plus une question en fait, territoriale liée on va dire, aux villes pauvres, ou une question générationnelle uniquement des jeunes, ni en fait une question qui est liée à une revendication sectorielle ou liée à une revendication syndicale. Lorsqu'on a, on va dire, transcendé toutes ces différenciations-là, on est passé de la révolte à la révolution et rapidement, donc les choses se sont passées ainsi. C'est la raison pour laquelle le pouvoir n'avait plus les moyens ni la capacité de pouvoir résister, puisque toutes les générations étaient pour le changement, toutes les villes étaient pour les changements, toutes les régions étaient pour le changement, et la revendication n'était pas en fait une revendication liée à la pauvreté, parce qu'il y a eu des cas qu'on appelait en fait la révolution, la révolte du pain ou autre, mais on est dans un processus qui était beaucoup plus donc transversal et transcendantal, ce qui a amené en tout cas à la fin du régime, parce que fondamentalement, la revendication était à caractère politique transcendantal. Donc, et pendant cette période-là, l'Algérie a démarré. Mais c'était uniquement en fait une révolte générationnelle et on va dire ceux qui donc là les parents on va dire des jeunes qui étaient dans la rue ne voyaient pas ça de bon œil parce qu'ils sortaient d'une guerre civile. Ils se disaient, mais de toute façon, là, on sait exactement ce que nous avons. Si on va démarrer en fait une autre révolte, les islamistes vont revenir et par conséquent, on serait quand même dans une situation quand même compliquée. Euh, le Maroc, le roi était, on va dire, très intelligent politiquement. C'est-à-dire, contrairement à Ben Ali qui a tardé en tout cas à réagir parce qu'il pensait que l'armée allait en fait le soutenir, et puisque c'était un régime politiquement policier et par conséquent la police était avec lui, mais pas du tout l'armée. Et l'armée en Tunisie n'a pas une tradition, en tout cas, de soutien au pouvoir. Donc, et il n'y a pas une tradition de coup d'État, une tradition de gouvernance et de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, rapidement, lorsque lui, il a demandé à l'armée de descendre dans la rue, ils sont descendus pour protéger la population de la police. Et puis, rapidement, en tout cas, ils ont délaissé le pouvoir, pour ne pas dire, en fait, l'amener à partir. Alors que au Maroc, lui, rapidement, il a compris que le mouvement n'est pas, en tout cas, circonstanciel, ni, on va dire, une séquence historique. C'est un vrai problème. Et puis, lui, contrairement aux autres, il avait, je dirais, une double obligation. Un, de se maintenir au pouvoir. Deux, de défendre aussi la monarchie. Parce que lui, sa peur, c'est de se trouver complètement donc, en dehors, je dirais, non seulement du pouvoir, mais en dehors de l'histoire, puisque s'il y a un mouvement qui ne va pas pouvoir lui-même l'accompagner, il va certainement donc tourner la page de la monarchie, parce qu'il y a une part, contrairement par exemple à la révolte que vous avez abordée tout à l'heure, là on est vraiment dans une révolte et non pas dans une révolution. La révolution, comme je viens de dire, il faut qu'elle sorte de tout cela et, et dans le mouvement, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup d'anti-monarchistes.
il voulait en fait que ça se termine, qu'on tourne la page, et il n'y a pas de raison que le Maroc reste en fait pas un monarchique, etc. Donc, tout ça a fait que lui, il a accompagné le mouvement, il a dit: «Je vous ai compris», mais rapidement, il a changé la constitution, il a fait un discours très démocratique, il a désigné en fait ses gouvernements donc comme étant en fait les responsables, et lui, il s'est mis en dehors du mouvement, et à partir de là, il a gagné en fait, on va dire, son pari pour pouvoir donc accompagner et non pas en fait rompre le lien avec sa population et ses sujets. La le la Libye, il n'y a pas d'État, il n'y a pas une tradition de la médiation, et surtout, il y a un autre aspect, il y a un autre acteur qui est quand même important, contrairement aux 3 pays, c'est l'importance de la société civile. Parce que, et là je reviendrai là-dessus si vous voulez, donc moi je suis beaucoup plus dans la logique du contre-pouvoir hegelien, c'est-à-dire Hegel, il dit qu'il a le seul contre-pouvoir, c'est la société civile. La théorie de la séparation de pouvoir, c'est de la blague quand on se rend compte aujourd'hui en fait qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, et on était beaucoup plus en fait dans un régime de on va dire, de dupliquer le modèle, hein, donc, dans une idée plutôt philosophie, et de dupliquer le modèle britannique, réellement, de vouloir l'universaliser. Parce que, enfin, quand on dit la séparation entre l'exécutif et le législatif, je ne sais pas où il y a la séparation entre l'exécutif actuellement en France et le législatif. Enfin, donc, on est dans un pouvoir politique contre le reste, quoi. Donc, à partir de là, c'est complètement faux. Donc, et c'est ça aussi la tradition de la société civile a fait que, en Tunisie, les choses ont évolué et la transition s'est bien passée, alors que dans les autres, il y a eu une guerre civile. Donc, l'Égypte n'a jamais eu une médiation de société civile, il n'y a jamais eu de société civile, il n'y a jamais eu d'État. Donc, il y a toujours été en fait il y avait toujours un pouvoir qui s'exerçait d'une manière plus ou moins autoritaire quand il existe, ou de plus ou moins, on va dire, clientéliste quand il existe. C'est-à-dire que la monarchie libyenne, c'était une monarchie qui était à Tripoli, donc qui n'avait aucun pouvoir. Et puis le monarque, il essayait d'avoir la bénédiction en fait, des chefs de tribu pour pouvoir rester au pouvoir. Ce que d'ailleurs cette pratique Kadhafi a utilisé jusqu'à la fin de son règne, parce qu'il a compris que la Libye n'existant pas en tant que société donc, intersectionnée, il n'y a pas donc une tradition d'État, il n'y a pas, on va dire, une nation libyenne. La Libye, c'est une population. Il y a une différence entre population, peuple et nation. Et donc, c'est une addition de peuples et d'ethnies différentes, et des tribus différentes, additionnées, que lui-même, en tout cas par la contrainte et par le clientélisme, les a amenés à se fédérer. Et cette fédération-là a fait, et donc, de Kadhafi le chef, on va dire, de ces peuples additionnés pour s'ériger en président, ou, comme on dit aujourd'hui, donc en tête suprême, quoi. Et à partir de là, donc, il a fonctionné sous forme de régime politique qui tourne autour de lui. Et rapidement, lui, il a compris qu'il n'avait pas besoin d'État. Et dans son livre vert, il a estimé qu'il n'y a pas lieu en fait, d'avoir un État, qu'il a purement simplement désinstitutionnalisé l'exercice du pouvoir. Et donc, il a voulu, sous prétexte de mettre en place une démocratie directe, que le pouvoir appartient au peuple, et le peuple ne mérite pas de médiation institutionnelle, et par conséquent, il n'y a pas de pouvoir intermédiaire, et il n'y a que lui qui est le chef, et le chef, il est issu du peuple, et il est en connexion directe avec le peuple. Donc la fin du chef, c'est la fin du régime, et c'est le chaos, parce que après, c'est le réflexe tribal. Donc le réflexe tribal signifie que c'est la protection de soi et de ses semblables. Et la protection de soi et de ses semblables induit donc forcément et fatalement à une guerre, parce que ces gens-là, ils n'ont jamais vécu ensemble, ils ont coexisté ensemble. Ils n'ont jamais fait société ensemble, mais ils ont cohabité ensemble. Donc tout ça fait que la fin donc, de Kadhafi et de son régime a induit donc la situation actuelle
en Libye. Donc le processus du printemps arabe était beaucoup plus en Libye un un mimétisme par rapport à la situation tunisienne, pourquoi pas nous? Et puis un ras-le-bol aussi d'une partie de la jeunesse libyenne et d'une partie de la population libyenne qui était plus ou moins en fait marginalisée, dans la mesure où petit à petit, autant Kadhafi, donc au début, il maîtrisait la situation, plus le temps avançait, plus l'âge avançant, a fait que lui-même aussi s'est trouvé noyauté et essentialisé sans se rendre compte parce qu'il se croyait beaucoup plus donc, intelligent que les autres. Et puis, lui, puisqu'il était un tout petit peu quand même donc un grand bavard et surtout un, on va dire, il est rusé, mais pas très, il est malin aussi, et pas très, très intelligent politiquement. Il doit avoir aussi une autre intelligence, hein, ça c'est certain. Mais donc, il a petit à petit, changé, je dirais, de logiciel. Il s'est perdu dans ses propres, idéologies qui, à certains moments, se sont multipliées dans son cerveau. Il ne savait pas où prêcher, donc il est parti en tout cas internationalisme arabe, nassérien, puis après bassiste, puis après revenu au nassérisme, puis après il est allé en fait vers le panarabisme, puis après il a voulu en fait construire et aller au-delà des Arabes, parce qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, le pouvoir petit à petit se glissait vers les monarchies du Golfe et surtout donc l'Arabie Saoudite et son entourage. Donc, il est allé chercher l'Afrique. Donc, tout ça a fait un mélange donc confus, très, très difficile à comprendre, et lui-même s'est noyé, en tout cas, dans ses propres contradictions, ses propres donc idéologie et qui a fait que, sa fin a donné lieu au néant. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de possibilité de créer ni un nouvel État rapidement, ni un nouveau pouvoir rapidement, ce qui a donné donc à cette guerre civile. Donc en Tunisie, la transition était beaucoup plus simple parce que la société civile est très importante. La société civile, il y a un un aspect qui est quand même important, le terme vous l'avez utilisé, enfin le nationalisme médiatique, c'est-à-dire que les Tunisiens, dès le départ, depuis l'époque de Bourguiba, qui a fait une différenciation, et d'ailleurs la fâcherie qui a été quand même très, qui a pris plusieurs formes, y compris en tout cas les tentatives de déstabilisation par l'intermédiaire de l'Algérie, par l'intermédiaire de la Libye, et puis jusqu'à d'ailleurs Ben Ali. Donc c'est la conception de la tunisianité qui était en fait anti-assyrisme d'une façon générale et donc et et tout ça a fait que Bourguiba dès le départ a voulu créer une société complètement différente, un modèle complètement différent et puis donc contrairement aux autres, il n'y a pas eu un investissement très important ni à la dans l'armée, ni dans le militaire, ni donc dès le départ, donc on va dire, et il se regardait dans le miroir, c'est un pays à l'époque, enfin de 10 000 habitants, et donc, par conséquent, on n'était pas en mesure et capable de pouvoir être une puissance régionale. Donc, il a investi dans la connaissance, dans l'éducation, bref, dans ce qu'on appelle, nous appelons aujourd'hui l'État en action. Et cet État-là a fait que la société civile était quand même beaucoup plus en mesure de pouvoir être un contre-pouvoir et surtout prendre les choses en main. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une transition. Et dans mon livre, moi, sur le printemps arabe, la part du droit, je disais qu'on est passé en fait d'un État politique à un État populaire, l'État populaire dans lequel où ce sont en fait des gens issus du peuple, de la société civile qui a gouverné pendant cette période-là, et la partie politique s'est transformée en un État qui est beaucoup plus un État administratif assurant la continuité de l'État, mais le pouvoir appartenait en tout cas à ceux qui ont fait avec la révolution, avec ses multiplications. Donc, alors que dans les autres pays, la situation était complètement différente. Le Hirak, par exemple, en Algérie, donc là, c'est la deuxième vague de printemps arabe, parce qu'il y a eu une troisième au Liban et en Syrie qui a donné lieu d'ailleurs au changement actuel, en Irak et autres. Donc, cette deuxième vague, le Hirak en Algérie, on retrouve, ce que je disais tout à l'heure, ce face-à-face entre le possesseur
de l'Algérie, de l'État algérien et le peuple algérien. Et l'armée, dès lors qu'elle est dans la nue propriété, est prête en tout cas à négocier. Bien évidemment, on domestiquait, on encadrait, et puis il leur a dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Allez, on va discuter. Donnez-nous en fait votre projet. Or, donc, ce mouvement-là n'était pas organisé. Ce mouvement-là était un mouvement spontané, instantané, venant de la population. C'est là où on retrouve une distinction importante entre les révolutions du printemps arabe et les révolutions marxisantes. Parce que Marx, lui, il estime qu'il n'y a pas de révolution sans révolutionnaires. Et les révolutionnaires sont donc les prolétaires qui vont construire un parti politique qui va mener et porter la révolution. Parce que ce parti, il a une idéologie alternative. Il ne va pas laisser le vide. Or, les printemps arabes, entre autres, ont échoué parce qu'à aucun moment il n'y avait donc une alternative. Donc il y avait, on va dire, une addition de revendications, il y avait une addition d'élite et le peuple, que chacun avait sa propre revendication et son propre projet. Donc la multiplicité des projets, l'incapacité de pouvoir s'organiser a donné lieu en fait à la situation que nous connaissons aujourd'hui en Algérie. Bon, voilà, l'armée a dit, ben voilà, vous avez échoué, donc moi je vais prendre les choses en main. Et ils sont allés chercher Tebboune et l'ont mis au pouvoir avec les changements et la modification de la Constitution, qui, à mon sens, va dans le sens que vous avez dit tout à l'heure, où l'Algérie aujourd'hui s'estime de plus en plus et se considère comme étant donc un menacé, deux une puissance régionale qui veut jouer ce rôle-là. Donc le Maroc, lui, a réussi à modifier la constitution et à faire croire qu'il y a une modification, une mutation importante avec une monarchie constitutionnelle. Et la Tunisie, donc, a réussi à réussir sa transition, puisqu'il y a eu des élections, il y a eu une véritable démocratie. Les islamistes n'ont pas fait un coup d'État, mais les islamistes aussi, ils ont été, je dirais, lessivés grâce à la démocratie. Parce que petit à petit, les gens, ils ont vu comment ces gens-là ils gouvernaient. Ils voyaient, un, qu'ils étaient incompétents, deux, ils étaient quand même aussi corrompus que les autres, et trois, que la religion comme référent important et central de faire de la politique, et la politique, on retrouve un tout petit peu ce que disait d'ailleurs Mourad, c'est un fait rationnel. Il ne peut pas être, c'est pourquoi en fait les islamistes n'aiment pas trop Mourad, donc, et n'aiment pas ces gens-là, parce que dès le départ, ces gens-là, ils sont rationnels, ils ont dit que la politique, c'est le politique, et la politique qui passe au politique, c'est la raison politique. Et à partir de là, continuer à dire, ben voilà, faites la prière et vous allez voir, vous allez être heureux. Ben, les gens, après, ils ont une famille à faire nourrir, ils ont en fait des, des entreprises à faire tourner, et tout ça ne marche pas. Et rapidement, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait plus donc leur faire confiance, et ils ont perdu toutes les élections jusqu'à donc leur liquidation totale par Kais. Donc, on reviendra, si vous voulez, après ça. Donc, ça, c'est la première et la deuxième chose à prendre en considération, c'est cette différenciation entre État et régime, et à l'intérieur des pays où il y a une tradition étatique, il y a cette conception de la possession et donc et la propriété de l'État. Même si on fait un rapprochement, pourquoi le régime syrien donc, le régime syrien était un régime dans une situation complètement isolé, parce que la famille Assad s'est comportée comme propriétaire de Syrie. En Irak, c'est pareil, c'est-à-dire que ces gens-là se sont donc considérés comme étant des propriétaires de leur pays. Donc, à partir de là, on est dans cette situation-là qui a fait que lorsqu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas possibilité de pouvoir arriver à une alternance qui est quand même heureuse, quoi. Il faut toujours soit une guerre, soit en fait une intervention étrangère. Après, qu'est-ce qui s'est passé après? Il s'est passé après ce que il y a ceux qui sont déçus et ceux qui sont, on va dire, avec une visée euh, orientalistes qui estiment que de toute façon, ces peuples-là ne sont pas en mesure et à la hauteur de la démocratie. Et par conséquent, lorsqu'ils ont la possibilité d'être
en mesure de gouverner, ils ne peuvent en fait aboutir qu'à la dictature. Donc on est ce que j'appelle moi, et je dis à mes étudiants, c'est la lecture de Laurence d'Arabie, quoi. Donc voilà. Donc ceux qui connaissent un tout petit peu Laurence d'Arabie, ils comprennent comment on a laissé bien évidemment les gens qui sont arrivés à Damas pour pouvoir gouverner, mais on a coupé l'électricité, on a coupé l'eau. Donc forcément les autres, les tribus sont rentrés chez eux. Donc bon, donc or ces 2 lectures sont quand même pas vraies parce qu'ils sont pas rationnels, aussi bien sur le plan juridique, sur le plan géopolitique ou autre. Un, la révolution, c'est pas de Nescafé, c'est pas de l'instantané. Enfin, ceux qui sont quand même déçus, il faut qu'ils révisent leur leçon d'histoire. La France a fait sa révolution en 1789, il a fallu un siècle pour que la Troisième République introduise déjà, en fait, stabilise le pays et introduise une constitution s'inspirant, en fait, des valeurs et des principes de la déclaration de 1789. La Russie, voilà, donc a fait une révolution en 1917 et cette révolution a donné lieu à l'URSS qui a fini par partir. Donc tout ça signifie que les révolutions sont nullement en fait une séquence historique qui se crée comme ça, il faut du temps. Moi je pense qu'on est rentré dans Oui. Mmh. un processus révolutionnaire qui va certainement modifier la donne quand personne n'a pensé une seconde que Assad allait tomber. Il est tombé quand même. Et aujourd'hui, tout le monde pense que voilà, puisqu'ils sont islamistes, ils vont rester islamistes. Mais enfin, pourquoi en fait cette idée de l'immobilité de l'intelligence humaine est complètement une visée occidentale. Mmh. Parce que bon, là, il était islamiste, mais il a le droit d'évoluer. Enfin, je sais pas. Donc, lorsqu'on voit aujourd'hui la Chine était communiste, maoïste, mais aujourd'hui, est-ce que la Chine est communiste, maoïste? Non, parce que les gens, ils ont évolué dans un sens. Pourquoi, en fait, on accepte l'évolution de certains? Le Macron de premier mandat, c'est pas Macron d'aujourd'hui. Donc, les gens évoluent selon les circonstances, selon l'âge, selon aussi leur idéologie. Bref, donc, ça signifie qu'on est dans un processus qui va certainement amener à une modification de la donne. Mais entre les deux, il y a cette période-là que j'appelle moi la période du trou noir, parce que personne ne sait exactement comment ça se passe. Alors pour en venir après ça, c'est le produit même de la révolution qui a été elle-même dans une situation hybride, parce que lui-même, il est inconnu, mais on l'a amené là parce qu'il était inconnu. Et puis, il est aujourd'hui comme il est parce qu'on lui a laissé la possibilité d'être comme il est. Pour expliquer tout ça et sortir en fait ce vocabulaire un peu objectivement, pour dire que Assad est arrivé au pouvoir grâce aux islamistes. Les islamistes ont parié sur lui parce que pensant que lui, il a, avec sa tête, les gens, tous ses adversaires politiques, l'ont pris pour un idiot. Et lui, peut-être un idiot par ailleurs, mais il n'est pas bête. Donc, il les a tous essentialisés et donc il a joué aussi avec sa tête d'idiot, inexpérimenté, pas, de, pas, pas de parti politique, pas de projet politique, et un discours complètement farfelu, amenant les gens à croire qu'on est dans un no land, mais tout ça, c'était fabriqué par lui-même. Mmh. Fabriqué par lui-même. Donc il a un projet, il dit: «Mais de garder le pouvoir et de ne pas le lâcher». Ça, c'est un vrai pouvoir, un vrai projet, quoi. Et les islamistes ont voté pour lui, ils ont même donné l'ordre à ses militants de ne pas voter pour leur donc candidat. Il a eu que 6% ou 8%, me semble-t-il. Et lui, il a aussi la chance de Saïd. Il est arrivé au deuxième tour en face d'un Berlusconi tunisien. C'est un escroc, c'est un n'importe quelle autre personne en face de lui, il aurait gagné. Il n'a pas uniquement pris Saïd. Mais Saïd a réussi en fait à utiliser les institutions pour pouvoir